Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir pour ce troisième webinaire du CEP, Centre européen des produits de l'enfant et Centre européen du packaging et de l'emballage. Donc, je suis Inès Delaville, professeure de sciences de gestion à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de Poitiers. Donc, vous savez que le CEP propose deux spécialités de Master 2, design de communication et packaging, et aussi marque et produits jeunesse. Et ces deux spécialités sont largement ouvertes aux étudiants ayant une licence en sciences humaines, économiques et sociales, car ça permet de valoriser un premier parcours de licence qu'on a pu faire en psychologie, en droit, en information communication, voilà. Et donc, ça va renforcer votre parcours de licence, va renforcer aussi la crédibilité de votre diplôme de Master 2. Donc, c'est l'intérêt du Master 1 que nous proposons au CEP, c'est justement d'accueillir des étudiants qui n'ont jamais fait de gestion dans leur parcours préalable de licence. Et aujourd'hui, nous accueillons 60% d'étudiants en Master 1 qui n'ont pas fait de parcours de sciences de gestion auparavant. Donc aujourd'hui, nous allons nous centrer sur un métier important dans le domaine du marketing plurimédia jeunesse, qui est le métier du licensing. Donc, je vais vous expliquer très brièvement ce qu'est le licensing en quelques mots. Le licensing, c'est un deal, un contrat qui va impliquer un ayant droit qui détient une propriété intellectuelle. Alors, cet ayant droit peut avoir créé un univers, peut avoir créé un personnage. J'en ai un ici. Voilà, vous allez tout de suite le reconnaître. Euh, et donc, ce détenteur de la propriété, qui s'appelle le licencieur, va autoriser un partenaire, là par exemple un fabricant de peluches, qui devient le licencié, à utiliser sur une durée donnée, sur un territoire donné, sa marque pour certains de ses produits. Là, dans ce cas, une peluche. Alors, vous avez bien compris le vocabulaire. Ayant droit, licencieur, partenaire qui utilise le personnage ou la marque, le licencié. Et effectivement, au milieu, souvent, il y a ce que l'on appelle un agent de licence, donc un professionnel qui intervient pour faciliter la relation entre des ayants droit qui cherchent à valoriser leur propriété, justement, à la proposer à des licenciés, et puis des licenciés qui recherchent aussi peut-être des propriétés pour valoriser leurs propres produits. Alors, ça tombe très bien parce que ce métier est quand même très important dans le domaine du marketing jeunesse. Je vous rappelle deux chiffres simplement. 25% des jouets sont vendus sous licence aujourd'hui. Donc, un jouet sur quatre, finalement, se vend sous licence. On n'achète plus vraiment une poupée. On achète la Reine des Neiges ou on achète un personnage qui a tout un univers et toute une histoire autour de lui. Et puis, un chiffre un peu historique. Vous savez que Star Wars, donc, en 38 ans, en 2012, au bout de 38 ans d'existence, et juste avant le rachat par Disney de Lucasfilm, il y a un certain nombre de chiffres qui expliquent que le box-office a rapporté 4 milliards et demi de dollars, mais si l'on cumule les ventes des produits dérivés, donc des produits sous licence, les DVD, les jeux vidéo, les livres, les jeux et jouets, on arrive à 28 millions de dollars. Donc, les recettes sur les produits dérivés représentent 7 fois les recettes sur le box-office. Et je crois que ça donne une idée, là aussi, du business que crée le licensing dans différents domaines. Donc, on va découvrir les enjeux de ce métier qui est au cœur du marketing plurimédia jeunesse avec 3 diplômés du CEP qui vont directement se présenter. Donc, je vais leur demander de rappeler ce qu'ils avaient fait comme licence avant d'intégrer les masters du CEP et puis ensuite de nous expliquer le stage de fin d'études qu'ils ont fait, comment s'est déroulée leur insertion professionnelle et depuis leur parcours professionnel. Donc, on va commencer peut-être par Jeanne, qui était diplômée du CEP en 2016 et qui va nous raconter à la fois son parcours au CEP, son parcours avant le CEP, son parcours au CEP et puis depuis son début de carrière. Oui, alors merci beaucoup Madame Delaville, enchantée.
Moi, j'ai découvert la licence vraiment par hasard, comme à peu près tout le monde en fait dans le métier. J'avais une licence en droit à Assas. J'avais complètement raté mon M1 de droit parce que j'avais une note catastrophique à un partiel et j'avais le choix entre cravacher très dur pour essayer de rattraper ça ou éventuellement faire un stage, ce qui n'était pas du tout encouragé en droit et en faculté. Et j'avais choisi de faire un stage et j'étais allée chez Disney. J'avais eu la chance d'être prise en stage chez Disney au secteur dans le département publishing. Et j'avais découvert la licence à ce moment-là et ça m'avait vraiment beaucoup intéressée. Je connaissais rien au monde de l'entreprise. J'ai réintégré après la faculté, j'ai fait un M1 de droit et je me suis dit quand même la licence c'est très intéressant. J'ai refait un stage de 6 mois chez Ubisoft cette fois-ci, toujours au département produits dérivés mais au niveau IMIA, donc plus seulement français. Et après j'ai cherché un moyen de travailler dans ce métier tout en valorisant quand même les études que j'avais faites. Je voulais pas tout reprendre à zéro. Et le CEP, en fait, était la seule formation à proposer à la fois à des gens issus de parcours assez divers comme moi, de recevoir une formation en marketing et gestion. Donc, c'était pas mal, c'était vraiment une double formation qui permettait de rattraper un peu le temps que j'avais perdu en droit. Et en même temps, qui proposait des cours de licensing, ce qui était assez novateur. J'en avais trouvé nulle part ailleurs. Donc, j'ai intégré directement en Master 2 le CEP. J'ai trouvé ça formidable pour plusieurs raisons. C'était des petits effectifs et moi, j'avais été habituée à des amphis de 2000 personnes. Des professeurs extrêmement du coup attentifs à chacun. Il y avait énormément d'oral. On devait tout le temps parler, faire beaucoup d'exercices très concrets. Moi, je n'avais pas du tout été habituée à ça non plus. On avait beaucoup d'anglais également. Moi, j'avais un niveau d'anglais qui n'était pas excellent, donc ça m'a fait vraiment beaucoup aider à me développer. Et il y avait un bon réseau parce que il y avait pas, enfin pour mon stage, j'avais postulé alors qu'il n'y avait pas d'offre de stage chez CPLG, donc il y a un agent de licence. J'avais été pris par Clémentine Boutaine qui était aussi une ancienne du CEP. Et j'y suis restée. En fait, j'ai fait mon stage, un CDD, un CDI et j'ai monté. Et maintenant, je suis licensing manager chez CPLG. Donc voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Donc, ben, je vais demander à Julien, qui lui est diplômé du CEP depuis 2008, qui a fait un beau parcours dans le jeu vidéo chez Ankama et puis maintenant chez Ubisoft, de se présenter. Bonjour à tout le monde, donc Julien Fabre, effectivement diplômé en 2008. Avant d'arriver au CEP, j'avais fait une licence professionnelle marketing et nouvelles technologies. Et puis effectivement, je suis arrivé en Master 1 au Centre européen des produits de l'enfant, M1, M2. Le stage en M2, j'avais fait 6 mois chez France Télévisions, à l'antenne, donc au service jeunesse. Euh, donc rapidement sur l'expérience au CEP, moi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est la qualité des intervenants. Voilà, des intervenants de tous univers, jouets, jeux vidéo, animation, télé, etc. Le fait que ce soit très concret, on est directement sur pas mal d'ateliers impliqués sur des cas très concrets. Et effectivement, après, en entreprise, dans les stages, c'est très, très utile. Les stages, également, le fait qu'en M1, je crois qu'on est en stage de 4 mois, si je ne me trompe pas, en M2, en stage de 6 mois. Donc finalement, on arrive en poste, on a déjà 10 mois en entreprise, donc c'est vrai que c'est hyper utile. Et surtout des stages sur des entreprises qui sont vraiment reconnues dans le secteur. Donc un stage de 6 mois chez France Télévisions, sur lequel a débouché un emploi peu de temps après chez Ankama, qui est une entreprise, on va dire, transmédia qui fait du jeu vidéo, de l'édition, des dessins animés. Donc j'ai passé 8 ans là-bas sur différents sujets. Donc on a développé le licensing chez eux, des sujets de cession de droit pour la maison d'édition. Du business développement sur la partie animation, donc tous les dessins animés que l'entreprise fait, donc Dofus, Wakfu, Mutafukaz, etc. Et puis ensuite, l'idée, c'était de continuer à valoriser cette expérience dans une autre entreprise qui est Ubisoft. Et donc, je suis chez Ubisoft aujourd'hui depuis 4 ans. J'ai 2 casquettes, une casquette dans l'équipe Consumer Product, donc c'est tout le volet licensing qui est divisé en fait en plusieurs sous-catégories. Donc, on a le jouet, le publishing dont je suis responsable, le licensing et tout ce qui est partenariat. Et ma seconde casquette, en fait, c'est de travailler pour une entité qui s'appelle Ubisoft Film et Télévision, qui développe des dessins animés
autour des univers d'Ubisoft, dont les lapins crétins. Voilà, donc toujours sur le volet business développement. Donc voilà un petit peu pour ma présentation et puis mon parcours depuis le CEP. Merci beaucoup, Julien. Donc, je vais passer maintenant la parole à David. Donc, David, si je me souviens bien, vous êtes diplômé depuis 2003, c'est ça? Et puis, vous avez là aussi intégré directement l'entreprise que vous aviez choisie pour votre stage. Donc, racontez-nous tout ça. Mais c'est bien ça, je suis de la promo 2003, donc avant d'arriver au CEP, j'étais parti pour être professeur d'anglais. J'avais une licence et un master 1 LEA, mais j'avais une vraie passion pour le monde du divertissement et pour Disney aussi en général. Et une vraie envie de travailler pour cette industrie. J'ai voulu faire un switch au bout de ce master 1 et c'est vraiment le CEP qui m'a permis de faire ça, de me former sur ces sujets marketing et licence avec une vraie vision 360 de l'activité. En cours d'année, pour mon stage, j'ai pu envoyer ma candidature à Disney France et puis j'ai assez rapidement eu une réponse positive pour un stage de 6 mois qui a été interrompu au 5e mois puisque j'ai eu la chance que Disney veuille m'embaucher rapidement pour un contrat à durée indéterminée. L'intérêt de Disney face à mon profil, c'était vraiment la connaissance que j'avais des cibles enfants et adolescentes. Et puis ces fameuses compétences 360 dont je parlais à l'instant que j'ai pu acquérir grâce au CEP. Et du coup, j'ai évolué très régulièrement au sein de l'entreprise depuis. Et puis maintenant, j'ai la chance de diriger l'activité streaming pour la France, que vous connaissez sous le nom de Disney+, et qu'on a lancé l'année dernière. On a fêté les 1 an hier. Disney+, c'est vraiment l'avenir de Disney France pour toutes les raisons qu'on connaît sur la consommation des contenus. Mais c'est aussi maintenant une plateforme qui est très importante pour donner de la visibilité à nos propriétés intellectuelles, que ce soit pour maintenir leur exposition et du coup leur performance en licensing, ou alors pour créer des nouvelles opportunités pour des nouvelles propriétés intellectuelles et donc des nouvelles licences. Merci beaucoup, David. Alors, je m'excuse, j'ai un peu bafouillé tout à l'heure sur Lucasfilm. C'est bien 4 milliards en 38 ans sur les revenus du box-office et donc 28 milliards sur l'ensemble des autres produits dérivés dont je vous ai parlé. Alors justement, c'est pas tout à fait par hasard que je pense Disney a racheté Lucasfilm. C'est qu'il y avait un gros potentiel de licensing aussi qui avait démontré déjà la propriété Star Wars. Donc, quel est le rôle vraiment du licensing au sein de votre entreprise? Et je pense que là, on peut quand même continuer sur Disney avec David, s'il veut bien, parce que Disney reste l'entreprise qui est top licencieur au monde. C'est le numéro 1 des entreprises de licensing au monde. Et c'est une très vieille tradition, finalement, chez Disney, qui a émergé dans les années 1930. Enfin, voilà, il y a une expérience très, très longue chez Disney du licensing. Donc, voilà, qu'apporte finalement et quel est le rôle du licensing au sein de vos entreprises? Donc, David, si vous voulez bien commencer. Ouais. Comme vous disiez, Inès, c'est vraiment un pourvoyeur de business et de revenus très important. Après, la chance qu'on a, nous, c'est qu'on est aussi créateur de contenu et on sait que les créateurs de contenu, que ce soit les fenêtres au cinéma, télé ou streaming, sont un peu les locomotives qui vont permettre de donner une exposition très forte à ces nouvelles propriétés intellectuelles qui, derrière, vont pouvoir se vendre à les licenciés et générer du business. Donc, j'ai envie de dire, c'est totalement intégré dans notre façon de travailler et de réfléchir. On crée du contenu, on décline des produits dérivés qui sont sous toute forme, puisque finalement, ça va évidemment du jouet au vêtement, mais une série télé déclinée d'un univers cinéma, c'est finalement aussi un produit dérivé pour nous. Donc, on est vraiment dans cette approche, une approche totalement intégrée sur la licence qui joue un rôle hyper important pour notre business au quotidien. Merci. Est-ce que c'est la même chose pour vous, Julien, dans le monde du jeu vidéo? Alors, c'est vrai qu'on arrive tous dans les industries de l'entertainment à une approche plurimédia. Chaque œuvre, finalement, doit pouvoir être déclinée sur différents médias. Et il y a aussi tout l'enjeu de l'adaptation transmédia, de tout le travail qui est fait de ce point de vue-là. Donc, qu'apporte le licensing à Ubisoft? Et puis Ubisoft, voilà, a créé une maison d'édition, BD, enfin a fait des choses et est en train de créer des studios. Là, vous l'expliquez aussi pour faire des séries animées. Donc, pouvez-vous nous expliquer tout ça?
Ouais, mais je pense que le licensing et au sens large, la diversification, il y a trois rôles. On va dire le premier rôle, c'est la rétention, c'est-à-dire c'est prolonger l'expérience du joueur sur d'autres médias et puis le faire rester dans nos univers à travers effectivement des séries de BD, de mangas, des figurines, etc. Le deuxième aspect, on va dire que c'est l'acquisition, donc c'est aller chercher d'autres utilisateurs, d'autres joueurs pour les faire rentrer dans nos univers. Donc, on va créer un projet qu'on va adapter une de nos IP, que ce soit en édition, en podcast, etc. On va aller sur un marché qui a ses codes, le lecteur de BD, etc. On va aller toucher finalement une nouvelle audience qui ne connaît peut-être pas forcément nos jeux vidéo. Et grâce à ça, on va peut-être acquérir, je dirais, de nouveaux fans, de nouveaux joueurs. Et le troisième aspect, bon, c'est plus global, c'est le développement de notoriété de nos marques. Voilà, étant donné que c'est vrai qu'on a un rôle international, tous les projets que l'on fait, vu la taille de l'entreprise, ce sont des projets internationaux qui touchent beaucoup de pays, donc US, l'Europe, pas mal l'Asie. Donc c'est vrai que c'est vraiment un vecteur important de notoriété pour nos marques et pour les faire passer, je dirais, de marques de jeux vidéo à des franchises d'entertainment. Oui, tout à fait. Alors là, il faut peut-être expliquer la franchise, hein. C'est une propriété que l'on détient à 100%, qui fait partie vraiment du catalogue de l'entreprise. C'est bien ça, qu'on soit bien d'accord. Comment vous la définissez, la franchise? Oui, bon, après, franchise, c'est vrai que c'est un terme, c'est une marque. Je dirais que franchise, ça a le côté un peu plus installé et plurimédia, transmédia. C'est forcément la référence, effectivement, c'est Disney, c'est Star Wars. C'est des marques comme ça qui sont des marques, ce qu'on appelle evergreen, Oui. que l'on voit un petit peu partout sur plusieurs supports. Donc, je pense que. Donc, voilà, quand je parle de franchise, pardon, je fais référence à ça. Chez nous, chez Ubisoft, on pense forcément à Assassin's Creed, les lapins crétins. Donc, Oui. donc voilà. D'accord, très bien. Alors là, on a deux entreprises qui produisent elles-mêmes des contenus culturels, qui les produisent dans cette logique transmédiatique ou plurimédiatique. Alors, il y a des entreprises qui font appel aussi à la licence, mais qui ont moins d'expérience, parce que ce sont, je sais pas, des producteurs de jouets, de peluches, d'objets, etc., qui n'ont pas forcément eux-mêmes créent une propriété intellectuelle ou une marque puissante. Donc là, c'est l'agent de licence. Quel va être son rôle, Jeanne? Comment il aide finalement des entreprises qui ne détiennent pas de licence forcément, hein, à chercher la bonne licence peut-être pour booster les ventes de certains produits, et à l'inverse, comment l'agent de licence peut aider des grosses entreprises comme Disney ou Ubisoft à trouver le partenaire idéal pour valoriser la marque, étendre le territoire de la marque. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce double rôle de l'agent de licence? Alors, c'est un peu ça et sans être tout à fait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a un double client. Notre client, c'est le licencié, donc celui qui va développer la peluche, etc. Mais notre client initial, c'est quand même l'ayant droit. Donc, ce serait par exemple Disney si Disney n'avait pas de locaux en France. Ce serait Ubisoft si Ubisoft n'avait pas ses propres équipes en France. Nous, chez CPLG, donc on a plusieurs bureaux dans tous les pays européens. Moi, je suis dans le bureau France, mais on a des collègues en Pologne, en Allemagne, en Italie, un peu partout. Et en fait, on a quand même un pool d'ayants droit qui nous appartiennent, qui sont dans notre portefeuille. Et donc, au lieu, comme Disney ou Ubisoft, de représenter uniquement les marques maison, on représente, nous, on a plus d'une trentaine d'ayants droit et plus d'une centaine d'IP qu'on représente. Mais voilà, c'est un portefeuille qui est quand même fixe et stable. Je ne suis pas mandatée, par exemple, par un fabricant de peluches pour lui trouver la marque qu'il veut, parce que moi, je ne représente que les marques que j'ai en portefeuille. En revanche, parmi toutes les marques que j'ai en portefeuille, je vais pouvoir lui dire laquelle me semble la plus intéressante. Nous, la grande différence, du coup, en tant qu'agent, c'est qu'on représente aussi bien de l'adulte que de l'enfant, aussi bien des marques issues du jeu vidéo que du film, que de séries télé,
des marques design. Par exemple, on a Emoji, que des marques qui sont issues du publishing. On a Snoopy également. Voilà, et tout ça, ça donne, et puis des marques qui viennent de pays très différents. On a des ayants droit coréens, on a des ayants droit qui sont américains, anglais, français, allemands. Donc tout ça, ça demande une grande adaptabilité parce qu'on a aussi nos licences ne sont pas au même degré de maturité. Comme vous le disiez, il y en a qui commencent tout juste à être connues et déclinables en licence, d'autres qui sont beaucoup plus matures. Donc c'est ça la grande spécificité de l'agent. Nous, on est 100% dédié licence, mais voilà, il faut vraiment s'adapter à nos différents clients, en sachant que la grande différence par rapport à Disney ou à Ubisoft, c'est qu'on n'est pas décisionnaire. On n'a pas le dernier mot sur les contrats qu'on propose à l'ayant droit, etc. D'accord. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce que vous faites au quotidien, effectivement, et comment vous travaillez sur ce métier du licensing au sein de vos entreprises? Donc, voilà, je ne sais pas, David, est-ce que vous pouvez nous expliquer, voilà, votre travail au quotidien, qu'est-ce que c'est dans ces domaines? Alors du coup, comme j'ai beaucoup évolué sur mon poste, maintenant je suis vraiment sur un poste de management sur Disney+, donc je suis sur du streaming. Mais ce dont je peux parler, c'est ma collaboration avec les équipes licensing. Oui. Les équipes licensing, elles sont systématiquement à la recherche d'un maximum de visibilité pour leur propriété intellectuelle, donc pour les films et les séries qui mettent en avant ces personnages qui vont servir à faire des produits et à donner visibilité maximale à ces personnages pour que les ventes aient lieu. Donc on construit des plans 360 sur l'année pour s'assurer qu'il y ait une visibilité permanente à travers les différents canaux. Donc ça va être le cinéma, soit la télé, soit le streaming. On va aussi se servir de tout notre écosystème digital pour, quand on n'a pas on va dire, d'événements de contenu, qu'on puisse créer des événements un peu communication, marketing. On a fait quelque chose l'année dernière, on a créé un mois Pixar, où on a célébré un peu tous les contenus Pixar qui étaient sortis, justement pour remettre en avant les personnages phares et que l'équipe licensing chez nous puisse faire des mises en avant magasins et pitcher des nouveaux licenciés pour créer des produits. Donc voilà, mon quotidien sur ce sujet-là, c'est vraiment assurer que Disney+ donne une visibilité permanente aux propriétés intellectuelles les plus fortes afin que l'équipe licensing chez nous puisse rassurer les licenciés et continuer à maximiser la présence en magasin. Très bien, merci. Et alors, Julien, la même chose, puisque vous nous avez expliqué cette double casquette, comment vous travaillez avec l'équipe licence à partir de votre poste? Ouais, sur le poste, pour évoquer un peu, je pense qu'il y a 3 dimensions sur le poste. Il y a une dimension un peu créative. Moi, je m'occupe de tout ce qui est publishing, donc c'est le développement de BD, manga, podcast, webtoon, etc. sur les IP d'Ubisoft. Donc, il y a vraiment cette dimension créative, aller sourcer des talents, des auteurs, etc. Il y a une dimension gestion de projet, forcément. Management, étant donné que j'ai une équipe avec moi. Et puis un volet business qui est quand même relativement important. Donc, ce qui est intéressant, je dirais que c'est ces 3 volets, à la fois cette dimension un peu créative, développement de projet, de produits, la dimension business qui est très portée sur l'international avec une multitude de contacts différents de tous les pays. Donc Ubisoft, c'est une entreprise d'à peu près 18 000 employés. On a des filiales dans à peu près tous les pays. Donc cette collaboration avec l'ensemble des filiales, c'est quelque chose qui est très présent, qui est très appréciable parce qu'on travaille avec une multitude de profils, de gens de toute culture. Donc voilà. Donc oui, voilà, ces 3 volets-là. Et puis au quotidien, donc comment est formée l'équipe? Donc on est une équipe, on va dire licensing, qui s'appelle Consumer Products, qui est une équipe d'une 20aine de personnes. Je le disais en introduction, qui est divisée en 4. Donc il y a une partie figurine qui s'appelle Ubi Collectible, le publishing, donc tout ce qui est contenu, le licensing, donc c'est une multitude de catégories, textile, back to school, etc. Et puis tout ce qui est partenariat avec des marques ou avec des enseignes ou avec le retail indirectement. Donc là, on a ces 4 volets-là. Et puis, je pense que sur ces 4 volets, il y a les 3 dimensions que j'évoquais, donc à la fois
de la création, du management de projet, et puis une dimension business. Oui, merci Julien. Et donc Jeanne, vous, votre travail pour valoriser le portefeuille que vous avez de propriétés, comment vous faites au quotidien et dans quelles équipes vous intervenez? Ah, il n'y a pas le son. Pardon. Je disais que j'étais dans l'équipe vente, donc je suis très opérationnelle. Nous, quand on reçoit une nouvelle IP, par exemple, on va essayer de l'analyser sur le territoire français parce que l'IP en France n'aura pas forcément le même public, la même cible que la même IP en Allemagne. Il y a vraiment de grosses différences selon les territoires. À partir de là, on va dérouler une stratégie. Donc, quelle catégorie on va cibler en premier? Est-ce qu'on va cibler du mass market? Est-ce qu'on va cibler du premium, etc. Après, il y a une grosse partie, donc ça c'est la partie stratégie, une grosse partie qui est prospection. Donc, on va essayer de trouver des partenaires pour cette IP. La partie négociation des deals, donc on rédige le deal memo qui est le résumé de tout ce qu'on va mettre dans le contrat. Et après, c'est le suivi classique du contrat, c'est-à-dire la signature du contrat, le développement des produits par le licencié, est-ce qu'il respecte bien la charte graphique, et puis tous les problèmes qui peuvent émerger au cours de la vie de ce contrat, on les gère. Donc voilà. Donc, ce que j'entends en vous écoutant tous les trois, c'est que c'est vraiment un métier où l'on fait du marketing en permanence. Il va falloir analyser les propriétés, vérifier que finalement les produits que l'on va proposer ou que les licenciés vont proposer vont étendre le territoire de cette marque petit à petit, progressivement, sur toute une pluralité d'objets, de catégories de produits. Donc, est-ce qu'on peut faire du licensing, je dirais, à l'infini? À quel moment il faut peut-être aussi se poser des questions sur les limites de l'extension du territoire de cette marque sur une pluralité d'objets, de produits, d'expériences? Qui a envie de répondre à cette question piège? Alors, Jeanne. Oui. Il y a l'exemple très intéressant de Tintin, donc qui est géré par une société qui s'appelle RG, qui appartient qui s'appelle Moulinsart, qui appartient à, je crois, la femme d'Hergé. Tintin avait fait énormément de produits dérivés à une époque. Il y avait du Tintin absolument partout. Et puis, ils ont choisi tout à coup de restreindre, mais drastiquement, parce qu'ils s'étaient rendus compte que ça abîmait un peu leur marque. Alors là, ils sont presque arrivés sur l'extrême inverse où il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun produit. Et je crois qu'ils sont même passés sur une logique où c'est eux-mêmes qui commandent, c'est-à-dire c'est plus un licencié qui vient, qui dit j'ai tel projet, est-ce que vous voulez bien me louer votre IP? C'est eux-mêmes qui commandent à des usines les produits dérivés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la créativité du licencié qui entre en jeu. Donc il y a quand même, voilà, il faut faire attention à ne pas aller sur des cibles qui ne sont pas celles de la marque. Vous n'allez pas, pour une propriété qui est très premium, vous n'allez pas aller sur du mass. Sinon, vous la détruisez un peu. Il faut faire aussi, en termes d'âge, il faut faire attention. Hello Kitty, c'était intéressant. C'était une marque qui était très adulte, qu'ils ont baissé au niveau enfant et qui a été qui a été killée à cause de ça. Donc, ils ont eu du mal à la redresser au niveau adulte parce que c'était là que ça performait le mieux. Donc, oui, il faut faire très attention. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi en termes de licence. Vous avez des exemples, David ou Julien, en tout cas des réflexions sur cette élasticité est-ce que le licensing peut tout se permettre et rendre la marque complètement élastique et finalement elle peut aller sur plein de produits différents? Qu'en pensez-vous? Étant donné que nous on est sur des communautés de joueurs, ce sont des audiences qui sont très engagées, très engagées envers leur marque. Donc, effectivement, on ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Le licensing, ça doit rester un vecteur d'engagement pour nos marques. Et donc, c'est vrai qu'avant de lancer des projets, on fait beaucoup d'études auprès de notre communauté de fans, études quali, études quanti. On a ce qu'on appelle un réseau, on a un exemple concret, un réseau de fans sur Assassin's Creed qui s'appelle la Mentors Guide, pardon. Donc, ce sont des fans sélectionnés, en fait, avec lesquels on est en
en discussion permanente un petit peu pour aller aussi sonder, leur demander leur avis sur tel ou tel projet. Donc clairement, je dirais que ça dépend aussi de la marque, de comment elle est gérée en interne. Est-ce qu'on est sur une marque, on va dire, pérenne, une vision qui est très long terme, étant donné qu'effectivement, on peut pas faire n'importe quoi. Chez nous, le produit principal, ça reste le jeu vidéo, et tout ce qui gravite autour doit servir à engager des fans, une audience autour du jeu vidéo. Donc effectivement, on peut pas non faire du licensing à l'infini, en tout cas sur nos IP. Oui, oui. Il doit avoir une cohérence avec une stratégie de marque à long terme. Merci Julien. Et David, justement, quand on est sur ces adaptations transmédiatiques où on fait des prequels, on fait des sequels, on fait voilà, le énième film sur une propriété ou sur un univers, et ils n'ont pas tous le même succès. Enfin, voilà, même si on essaye de rester dans l'univers de la marque, de ses valeurs, etc., de son ADN, il y a quand même des succès et des échecs dans tous ces développements de produits dérivés. Donc, quelle est votre réflexion là-dessus et quand est-ce qu'il faut y aller ou au contraire rester prudent voilà, comment vous voyez les choses? En écoutant Jeanne et Julien, je pensais à plein de choses. Je vais essayer de pas vous faire une réponse fleuve. Effectivement, il faut faire très attention à la marque, à pas l'abîmer. Après, je pense que c'est aussi une histoire d'offre et de demande, parce qu'on a quelques exemples, et du coup, c'est des exemples qui sont, je pense, hors normes, et c'est pour ça qu'on peut aller beaucoup plus loin. Si je pense à la Reine des Neiges, par exemple, je crois qu'on est vraiment allé très, très loin dans ce qu'on pouvait faire en produits dérivés, puisque c'était vraiment absolument partout, des rideaux aux petits fauteuils, à la poupée, etc. Et dans ce genre de succès, il n'y a presque pas de limite, tellement c'est un carton auprès des audiences et qu'il y a une demande incroyable. Après, on a aussi fait sur Cars une superbe licence qui était très attractive pour les petits garçons, mais aussi filles, bien sûr. Et du coup, en ayant été à fond sur ce sujet-là et en étant très jeune en termes d'audience pour les produits dérivés, quand on a sorti le 3e opus et qu'on a voulu en faire un film un petit peu plus pour les ados, un peu à la Fast and Furious, on n'a pas réussi puisqu'on avait beaucoup trop tiré la corde, on va dire presque preschool de la licence. Oui. Et du coup, l'image était vraiment positionnée comme ça, on n'y arrivait pas. Oui. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez sur les échecs, etc., en fait, finalement, et c'est ce qu'on dit souvent chez nous, c'est vraiment la qualité du contenu qui va derrière faire que c'est un succès ou pas, et derrière une potentielle licence ou pas. On voit par exemple qu'on a cartonné avec Star Wars et la dernière saga qu'on a sortie, mais peut-être pas sur les épisodes 8 et 9 au niveau qu'on attendait. Mais on a su se réinventer et arriver avec quelque chose qui était très respectueux des communautés de fans. Là, du coup, ça me fait penser à Ubisoft aussi. Et très qualitatif avec Mandalorian, avec la touche de créativité autour de Baby Yoda qui a fait repartir les ventes. Baby Yoda, c'était un des best-sellers de produits dérivés l'année dernière pour Noël. Donc, c'est aussi un exemple qui montre qu'on peut rebondir, repartir sur une autre direction et que finalement, si on sait trouver la qualité, on arrive à repartir à la hausse sur la partie licensing de cette propriété intellectuelle. Ok, merci. Donc, je voulais revenir aussi sur le fait que Jeanne a été élue par les professionnels du licensing cette année, jeune espoir de la licence 2020. Donc, tout d'abord, félicitations Jeanne. Alors, j'ai des questions pour vous trois, bien sûr. Donc, ça veut dire que les professionnels ont reconnu que Jeanne était une rising star, quelqu'un qui est en train de monter dans la profession, qui a de l'influence sur les pratiques professionnelles aussi. Et donc, je voulais vous demander à tous les trois, bon, Jeanne, comment se passe, qu'elle nous explique un peu comment s'est passé ce concours finalement, ou ce choix. Mais après, plutôt vous demander qu'est-ce que c'est ou quels sont les éléments qui déterminent le professionnalisme justement de quelqu'un qui travaille dans le domaine du licensing?
Jeanne? Alors oui, alors en fait, dans le licensing, dans le monde du licensing en France et aussi dans le monde, on a une organisation professionnelle qui s'appelle le Licensing International, donc qui chapeaute tous les professionnels, que ce soit agents, ayant droit, licenciés et même retailers. Et ils ont chaque année voilà, ils décernent un certain nombre de prix, la meilleure licence, le meilleur agent, le meilleur produit de l'année, etc. Et le meilleur jeune professionnel. Et il faut à chaque fois soumettre sa candidature. Donc, moi, j'avais soumis un dossier résumant voilà, mon parcours, ce que j'avais fait jusqu'à présent, etc. Et j'ai eu la chance d'être sélectionnée. Pour la deuxième partie de la question, donc sur qu'est-ce que c'est qu'un bon professionnel dans le milieu de la licence, moi je dirais que la licence, ça nous vient quand même du monde anglo-saxon. Et c'est très dominé par une certaine culture anglo-saxonne qui n'est pas une culture française du tout, qui est très, vous savez, everything is great, so exciting, blablabla. Bla, bla, bla. Nous, on est au quotidien avec des partenaires, notamment français, qui n'ont pas du tout cette mentalité-là. Et je pense que être un bon professionnel, c'est être très honnête, en fait, vis-à-vis de ses licences. Bon, alors, surtout nous, en tant qu'agents, on en a énormément. Il faut se rappeler qu'à l'origine, malgré tout, la licence est censée être du win-win. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est vraiment un contrat qui est censé être sympa pour tout le monde, y trouve son compte. Alors, c'est de moins en moins vrai, je trouve, mais il faut le garder à l'esprit. Il ne faut pas essayer de survaloriser ses licences. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'en tant que commercial, il faut être très honnête vis-à-vis de ce qu'on représente et pas survendre. En fait, et on ne peut pas se le permettre parce qu'il y a tellement en fait, aussi de licences sur le marché en ce moment que ça se voit très rapidement en fait, si on ment sur une licence, si on surjoue le truc. Voilà. Donc, moi, je dirais le bon professionnel, c'est celui qui garde l'aspect win-win à l'esprit, qui est très je résous les problèmes, parce que alors là, contrat de licence, vous allez en avoir des milliards de problèmes, qui sait garder un peu d'objectivité sur ce qu'il représente. Merci Jeanne. Alors Julien, qu'est-ce que c'est être un bon professionnel de la licence? Bonne question. Je dirais, au-delà de la licence, je vais faire un commentaire qui vaut peut-être pour tout ce qui est relatif à l'entertainment. Je dirais la curiosité. Oui. Étant donné qu'on est quand même amené à travailler, enfin la particularité de la licence et des sessions de droit, c'est qu'on est amené à travailler sur plusieurs secteurs. Oui. Ça peut être du jouet, ça peut être du jeu vidéo, de l'édition, de la télé, etc. Donc je pense que c'est bien d'être toujours curieux et d'être toujours en veille sur quel est le prochain segment de marché, on va dire, de l'entertainment qui est en croissance. Donc, oui, je dirais la curiosité. Je pense que la curiosité, la capacité aussi à gérer plusieurs projets en même temps, différents, donc une certaine flexibilité, on va dire. Oui. Oui, je mettrais plus ça en avant. Alors après, bien évidemment, toutes les qualités classiques qui font qu'on peut être un très bon employé, mais effectivement, je mettrais plus en avant cette pluralité de secteurs. Et ouais, la curiosité, la flexibilité, je pense, c'est de très bons atouts. Merci Julien. Et alors David, c'est quoi être un bon professionnel? Parce que quand on a une expérience comme celle de Disney de plusieurs, presque un siècle de pratique de la licence. Moi, je dirais qu'il faut avoir un très bon côté commercial, parce qu'il faut savoir convaincre, vendre, expliquer quel est l'intérêt de cette licence et l'apport qu'il va pouvoir apporter en termes de business. Et en même temps, avoir une très bonne connaissance du marketing, de ses cibles, de son marché, de la place pour cette nouvelle licence qu'on pourrait faire pour justement développer le chiffre d'affaires, et être très supportif. Alors, la position de Disney sur le licensing, c'est différent parce qu'on a plein de médias qui nous appartiennent, que ce soit de la presse, de la télé, on sort du film au cinéma, on a un service de streaming. Donc en fait, si on arrive à vendre une licence à un licencié, on peut aussi être supportif et rassurant en assurant en fait une visibilité socle à cette licence pour que le licencié soit accompagné et rassuré dans le développement de ses produits. Voilà, ce seraient les qualités que je verrais comme indispensables pour faire ce métier. Ah, très bien. Alors, j'ai une autre question pour vous trois. Justement, y a-t-il une différence d'approche quand on traite une licence qui s'adresse plutôt aux adultes ou qui s'adresse plutôt aux enfants?
Quelles sont les différences que vous feriez entre ces deux types de licences? Qui veut commencer? Moi, je suis moins calé sur ces sujets-là que Jeanne et Julien, je pense. Juste pour dire, je trouve que nous, on se galère beaucoup à lancer des licences adultes. Ou en tout cas, des licences adultes qui sortent du fan hardcore, on va dire. Ouais. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle on a des difficultés, c'est qu'on est tellement rodé sur la partie fan et la partie enfant qu'on essaie d'appliquer ces mêmes recettes. Et je pense que pour les adultes, il faut qu'on soit sur des produits qui soient moins publicitaires, plus fins dans l'approche, plus dans les codes du personnage ou de la propriété intellectuelle, et moins sur du placard de logo, etc. Oui. Quoi. Moins c'est vrai que c'est un item sur lequel... Voilà, exactement. Moins mass market, plus branché. Voilà. Mais c'est mon impression, puisque je trouve qu'on a encore une belle marge de progression sur les produits dérivés pour adultes en dehors de ce qu'on peut faire sur les fan art. D'accord, très bien. Julien ou Jeanne, qui veut rebondir sur ces propos? Tout bêtement, je dirais que la principale différence, c'est tout simplement les catégories de produits qu'on va s'autoriser ou pas. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de les limites du possible de licensing. Je pense que les limites, elles sont plus étendues sur une licence preschool que sur une licence ado-adulte. Étant donné qu'effectivement, on n'est pas du tout sur les mêmes communautés, les mêmes audiences. Donc, tout simplement, les types de produits que l'on peut faire. Je dirais que ça, c'est la principale différence. Je rejoins David sur le traitement réservé aux marques adultes versus les marques enfants, où on va peut-être être sur moins de projets, on va dire, moins de catégories de produits, mais des projets beaucoup plus travaillés en profondeur, en lien avec sa communauté. Et je pense également que, toujours pour rester très secteur licence, tout ce qui est marque ado, adulte, on va beaucoup plus passer par ce qui se fait en ce moment, qui sont des collabs avec d'autres marques. Voilà, ça se fait beaucoup dans le textile, en retail, etc. Donc beaucoup plus sur des projets, on va dire, de visibilité versus des projets pur revenu. Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, c'est ça. Donc voilà. D'accord. Et Jeanne, votre expérience sur ces deux types de licences, est-ce que vous gérez ces deux types de licences aussi dans votre portefeuille? Des licences qui sont très enfants, de très adultes. La grande différence pour moi, enfin, au-delà de ce qu'ont dit Julien et David et que je rejoins totalement, c'est aussi la manière dont on va examiner les facteurs éventuels de succès de cette licence. C'est-à-dire que pour les enfants, on va regarder si la licence est très bien exposée médiatiquement parlant. On va regarder l'actualité de cette licence parce que les enfants, ils sont très demandeurs de licences très, très actuelles. Il faut que ça, voilà, que ça change. Il y a un cycle de vie assez court. Les adultes, hors hardcore gamer, comme pouvait l'évoquer Julien et David, les adultes, on va regarder plus l'histoire en fait de la marque. Est-ce que c'est une marque aspirationnelle? Est-ce que c'est une marque qui voilà, est un peu fait appel à la nostalgie et un peu rétro? Ça marche extrêmement bien. On va être beaucoup plus attentif à la charte graphique. Donc, au design du personnage, par exemple, pour une marque adulte, et évidemment à la valeur ajoutée du produit. Effectivement, ça, je trouve que c'est la différence principale. C'est pas de placard et il va falloir faire des trucs plus intelligents avec des jeux de société qui ont une vraie mécanique de jeu et pas juste un plaqué sur un jeu de société, par exemple, préexistant, etc. Donc, ouais. Merci Jeanne. Donc il y a deux secteurs que vous n'avez pas du tout mentionnés les uns ou les autres. C'est l'agroalimentaire et les cosmétiques. Et donc, est-ce que justement, il y a des défis particuliers à essayer de diffuser des licences dans le domaine de l'agroalimentaire
et dans le domaine des cosmétiques. Est-ce que vous avez de l'expérience là-dessus, des succès, des échecs, des réflexions? Alors Jeanne, c'est parti. Alors moi, je peux en parler parce que je suis responsable de certaines catégories, pas toutes les catégories, mais certaines catégories chez CPLG, dont le food. La grande difficulté, premièrement, je dirais, c'est que les ayants droit ne sont pas toujours OK pour travailler avec des gens de enfin, de l'alimentaire, parce qu'ils ont, voilà, il faut pas de malbouffe, ils ont vraiment des chartes assez spécifiques là-dessus, et parfois ça peut se transformer en un véritable cauchemar. C'est-à-dire que quand leurs exigences sont trop détaillées, tant de taux de sucre, tant de machin, on n'y arrive pas. Ou alors on fait des produits dégueux et ça intéresse personne. La deuxième grosse difficulté, c'est que je dirais qu'en France, ils sont pas forcément tous les partenaires, enfin tous les acteurs du monde alimentaire sont pas forcément très sensibilisés encore à la licence. C'est quand même assez, pour certains, assez nouveau, où ils veulent pas mettre un pied dedans parce que, enfin, pour plusieurs raisons, parce qu'ils ont l'impression que ça nuit un peu à leur marque. La troisième chose, c'est que souvent, c'est un peu trusté par ce qu'on appelle les promotions. Donc, c'est-à-dire les studios de cinéma Oui. qui vont, à l'occasion de la sortie d'un film, voilà, essayer d'exposer le plus possible ce film qui va sortir. Et donc, c'est pas vraiment des projets de licence, c'est de la promo. C'est-à-dire que vous allez avoir une collection capsule pendant 6 mois de fromage ou de yaourt, etc. Et il y en a beaucoup aussi voilà, qui pour des raisons, beaucoup d'ayants droit, pour des raisons aussi environnementales, ne veulent plus bosser avec un certain nombre de partenaires qui font trop plastique. Enfin, c'est compliqué sur l'alimentaire. Alors que pourtant les chiffres, enfin, c'est intéressant en termes de chiffres d'aller sur ce genre de produits. Et pour les cosmétiques, je dirais que c'est un peu la même chose. C'est des produits qui ne sont pas forcément toujours faciles à travailler pour des questions de nocivité éventuelle du produit. Voilà. Alors, Julien ou David, vous avez des remarques sur l'alimentaire ou le lien entre vos marques et puis des univers comme l'agroalimentaire ou les cosmétiques? Sur l'alimentaire, pour en parler un petit peu, cosmétique, j'ai pas vraiment d'expérience là-dessus. Tout bêtement, ça dépend vraiment de la marque, hein, tout simplement. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir une certaine peur à aller s'associer à des marques alimentaires, des enseignes alimentaires. Sur les lapins crétins, pour le coup, je trouve que ça a plutôt été bien fait avec des marques comme Evian, à travers des spots télé notamment assez fun. Donc, je dirais que ça dépend vraiment effectivement de l'IP, qui est pas un gap, une différence énorme entre les valeurs perçues de la marque avec laquelle on s'associe et puis la nôtre. Mais effectivement, c'est une catégorie, comme je viens de le souligner, qui est assez intéressante parce qu'elle est vecteur de notoriété, ça passe par des spots souvent télé, donc ça peut être intéressant. Donc, je pense que c'est bien mesurer effectivement les avantages et les inconvénients, le risque qu'on peut avoir à aller sur ce type de catégorie. Donc voilà, et sur le cosmétique, désolé, je n'ai pas vraiment d'exemple concret là. Alors David, avant que je vous pose une des dernières questions, oui. Nous, on a eu beaucoup de difficultés pour des raisons de sucre, etc. Donc, on se galère énormément là-dessus parce qu'on a des guidelines qui nous empêchent de faire des produits qui sont très sucrés, très colorés, etc. Donc, on a dû réduire et arrêter pas mal de choses. On fait même plus de deal promo avec McDonald's pour les sorties cinéma pour ces raisons-là. Donc voilà, on a dû restreindre beaucoup les choses sur ce sujet. Et sur la cosmétique, c'est un peu pareil. Et puis après, au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi, comme on cherche vraiment, on va dire, du volume en chiffre d'affaires, c'est vrai qu'on a tendance à aller sur des vêtements et des jouets qui sont beaucoup plus pourvoyeurs d'affaires, quoi. Donc tout ça mélangé fait que c'est pas des sujets qu'on approche de manière aussi intense que les jouets et les vêtements. Oui. Alors, il y a une question que je voulais vous poser aussi. On voit bien que ces propriétés ont une notoriété internationale, hein. On développe un programme de licence justement de façon globale ou internationale. Julien le soulignait bien. Donc, dans votre quotidien, est-ce que vous voyagez beaucoup? Quels sont les salons professionnels auxquels vous participez? Est-ce qu'il y a un marketing Europe ou est-ce qu'il y a des décisions qui se prennent pas forcément sur chaque territoire, mais à un autre niveau? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ou nous faire comprendre quelle est la dimension internationale de votre activité?
Ouais, je veux bien Oui. l'évoquer. Donc, chez Ubisoft, il y a deux grandes zones, on va dire. Il y a les Amériques, NCSA, et tout le reste, chez Ubisoft, il y a IMEA. Donc, chez Ubisoft, IMEA, il y a l'Asie, il y a la Chine. Donc, oui, enfin, le volet international, il est tout le temps présent. On parle tout le temps en anglais. Dans les mails, dans l'école, dans les rendez-vous. Donc, c'est très présent. On voyage beaucoup, effectivement. Moi, je travaille pour la branche IMI, donc beaucoup de voyages, effectivement, en Asie, en Chine, au Japon, en Corée. En termes de salon, je pense qu'on doit faire les mêmes avec Jeanne. Donc, c'est les salons de la licence. Il y en a un à Londres, un à Vegas. Il y en a en Shanghai, à Tokyo, etc. Donc, effectivement, c'est un secteur euh, qui est international. Je pense que les top 3 marchés, ça va être les US, la Chine et le Japon. Euh, Effectivement, ouais, le volet international est tout le temps présent, surtout sur des gros groupes comme les nôtres, quoi. Et là, vous faites de la veille dans tous ces déplacements. Quel est l'objectif de ces déplacements? C'est de faire aussi de la veille, de repérer des propriétés qui commencent à émerger en Asie et qui pourraient finalement se développer en Europe. Ouais, sur l'Asie, à proprement parler, c'est tout simplement pour la rencontre des gens. C'est vrai que la Chine est un pays très fermé, on va dire. Donc, si on se déplace pas, si on se déplace pas pour aller créer son réseau, c'est assez compliqué. Donc, on essaie d'y aller 3 fois par an. Le Japon, c'est pareil, un pays assez fermé. Les Japonais se déplacent peu sur les salons internationaux. Donc, si on va pas à la rencontre des partenaires, effectivement, on crée pas son réseau tout simplement. Et puis, effectivement, de ces voyages professionnels, ça permet de faire de la veille, d'apprendre beaucoup de choses sur le territoire en question, les habitudes de consommation, etc. Effectivement. Ok. Jeanne, est-ce que vous avez aussi cette dimension internationale, puisque vous nous avez dit que CPLG est un groupe international avec des bureaux justement dans des grandes capitales européennes, mais aussi sur les différents continents? On a une dimension internationale effectivement due à notre présence dans différents pays. Et donc, quand on monte des deals pan-européens, il faut évidemment se mettre d'accord avec nos collègues italiens, etc., allemands et compagnie, ce qui donne lieu à voilà, une compréhension parfois. On voit qu'il y a des vraies différences culturelles. Un Anglais, par exemple, ne sait pas dire non de manière simple. Il pense qu'on va s'effondrer en pleurant si on lui dit non. Et donc voilà, il faut comprendre cette différence-là quand on veut vraiment bien travailler. En revanche, nous, je pense que la dimension internationale, elle est plus présente au niveau justement de nos ayants droit. Donc, comme je vous disais, on a des ayants droit qui sont très loin de France, très loin de nous, qui ne connaissent pas du tout notre territoire. Et donc, ils vont monter une stratégie qui est valable, on va dire, pour le monde entier. Donc, quand on a un ayant droit américain ou un ayant droit coréen qui va dire ma marque, elle est comme ça, et du coup, c'est telle stratégie qu'il faut appliquer. En fait, ce n'était pas du tout le cas en France. C'est-à-dire que la manière dont cette marque elle est perçue, ça peut être complètement différent en France. Ça peut être une marque qui est perçue comme étant en Corée très adulte. En France, ce sera perçu comme une marque très enfant, très mass market en Corée, hyper premium chez nous. Et donc, la grosse difficulté chez nous, ça va être d'essayer d'éduquer quelque part nos ayants droit à ces différences culturelles. Il y a aussi sur des catégories de produits. Par exemple, nous, en France, on a des fèves. On parlait d'alimentaire. C'est vrai que nous, les fèves, ça rentre dans l'alimentaire. C'est une catégorie de produits. Et pour la faire comprendre aux Américains, c'est une galère pas possible. Parce que eux, qui sont un pays hyper judiciarisé, vous leur parlez d'un produit qu'on met dans la nourriture, qui est grand comme ça, que potentiellement les gamins peuvent avaler. Mais ça peut être des mois de discussion pour leur dire si, je vous assure, culturellement en France, ça passe. Il n'y a personne qui se choque de ça. Il y a très peu d'accidents, tout va bien. Donc voilà, il y a des différences culturelles parfois énormes de compréhension de l'IP et en termes de catégories de produits voilà, qui sont intéressantes à travailler. Et donc, David, Disney étant un groupe global, hein, je pense qu'effectivement, les déplacements professionnels vers les USA et vers le siège sont très importants aussi. Oui, on a effectivement, au-delà des salons, etc., on a une grande messe annuelle qui, j'espère, va reprendre après le Covid, où on va passer une semaine à visionner, à découvrir tous les nouveaux contenus qui sont en cours de production et qui vont sortir prochainement, discuter des potentiels de licensing, commencer à travailler des plans, etc. Et c'est souvent
aussi des voyages auxquels on invite des top licenciés à venir se joindre à nous pour découvrir ces contenus. Donc effectivement, beaucoup de voyages et en plus de ça, quasiment des conférences téléphoniques ou vidéo tous les jours en anglais avec l'international, que ce soit en Angleterre ou aux US. Ok. Alors, si je vous demandais à chacun, après toute l'expérience que vous avez acquise, hein, chacun dans votre domaine, est-ce qu'il y a un succès dont vous êtes particulièrement fier, dont vous voudriez nous faire part très rapidement? Et puis peut-être aussi un conseil que vous pourriez donner à des étudiants qui s'engagent dans des études en marketing, leur expliquer un peu le potentiel de ce métier et la richesse de ce métier pour eux à l'avenir. Qui veut commencer? Ils sont très modestes, hein, c'est pour ça qu'ils n'osent pas dire. Je peux commencer si vous voulez. La licence dont moi je suis très fier sur laquelle j'ai travaillé, c'est Cars. On a réussi à maintenir et à garder Cars comme première licence sur sa cible principale pendant des années, bien longtemps après que dans les autres marchés du monde, la licence soit tombée un peu, pas en désuétude, mais ne soit plus première. En fait, on a réussi à maintenir ça et ça, c'était vraiment à travers un programme de visibilité pour les contenus de Cars, que ce soit en télé, en presse, sur Internet, en création d'opérations, communication, marketing autour de la licence. Donc, hyper fier de ça. On voit vraiment que derrière, enfin, je parlais tout à l'heure d'être supportif, il faut vraiment, et Jeanne parlait de ne pas surpromettre, etc. On a vraiment poussé les curseurs au maximum sur Cars, on a été support et on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, on apporterait une très grosse visibilité à ces personnages pour que ça continue à se vendre très bien. Et vraiment, au bout de quelques années, on était finalement le seul pays à le travailler. Donc, on avait beaucoup moins d'aide du global, des États-Unis et des autres marchés. Il a fallu qu'on fabrique les événements nous-mêmes et c'est ce qu'on a fait et on a réussi. Donc, je suis très fier de ça. Et ensuite, c'était une qualité, c'est ça pour... Oui, qu'est-ce que vous conseilleriez ou vous diriez aux étudiants qui cherchent à trouver leur voie dans le marketing? Pourquoi vous aimez ce métier du licensing, en fait? En fait, moi, je sais que je suis assez marketeur dans l'âme. Ça me plaît beaucoup de trouver des opportunités, de comprendre mon marché, de faire parler des chiffres, de développer des potentiels d'affaires, etc. Et si c'est quelque chose qui vous... Et aspect commercial aussi, c'est quelque chose que vous portez en vous, clairement, je pense que c'est un métier qui va vous plaire et qui se renouvelle beaucoup. Comme disait tout à l'heure Jeanne, le rythme est très intense pour les cibles enfants, etc. Donc on est à la fois en train de faire du commercial, du marketing, mais on est aussi en train d'essayer de dénicher the next big thing, comme on dit. Donc il y a plein d'aspects dans ce métier qui sont très enthousiasmants. Et voilà, donc je pense que si vous avez cette envie et ces qualités-là, vous amuserez vraiment dans ce type de métier. Merci David. Alors Jeanne ou Julien, quel est votre plus beau succès dont vous êtes fiers? Non, je t'en prie, vas-y. Merci. Moi, je dirais que mon plus beau succès, évidemment, cette année, c'est d'avoir été nommée Rising Star. C'est quand même une grosse consécration pour moi qui est quand même galéré pendant des années à me dire comment je vais intégrer ce milieu de la licence alors que j'ai pas du tout le parcours qu'il faut pour. Et en ça, vraiment, le CEP m'a beaucoup aidé. Donc, pour moi, c'est une belle consécration. Quand je suis entrée chez Disney, après mes études de droit, je ne savais même pas faire un PowerPoint. On ne nous apprenait pas ça du tout en droit. Donc, alors, ça a peut-être changé depuis. Mais voilà, c'est dire le chemin que j'ai pu parcourir depuis mes études. Un succès plus professionnel, c'est quand les ayants droit sont contents de nous, quand ils nous disent qu'on a fait du bon travail, qu'on voit que sur une propriété, on a réussi à vraiment multiplier le chiffre d'affaires par 2 ou par 3. Ça, c'est un vrai bonheur parce que bon, quand on fait mal notre boulot, on se fait un peu taper dessus par des ayants droit. Ce que j'aime énormément dans ce métier, c'est à la fois les relations interpersonnelles qu'on peut développer avec les différents professionnels. Vous l'aurez compris en nous entendant parler, David, Julien et moi, c'est un univers où on est, l'entertainment, où on est assez cash, on parle, voilà, on est nous-mêmes, et du coup, ça permet quand même de belles relations entre les gens. C'est pas du tout un univers feutré, un discours extrêmement
cadré, normé, et ça, c'est plutôt appréciable. Et ce que j'aime énormément, moi, c'est voilà, pouvoir passer d'une réunion avec Carambar à une réunion avec Clairefontaine, à une réunion avec Hachette, et donc travailler tous ces univers très, très différents. Je suis pas juste, voilà, je travaille pas juste chez un marchand de bonbons et je vais faire de bonbons pendant 10 ans. Je travaille sur absolument tout, et ça, c'est sympa. Merci Jeanne et Julien. Rapidement, donc un succès, sans rentrer dans le détail, c'est tout ce qu'on a pu faire avec l'équipe sur l'Asie justement, avec la Chine, le Japon et la Corée, qui sont des pays pas si faciles que ça pour des entreprises, on va dire, western, comme les nôtres. Donc on a développé beaucoup de projets en local avec des partenaires assez significatifs et en collaboration avec nos filiales en local. Donc cet aspect à la fois collab avec les différentes filiales et puis des achievements assez marqués avec des gros partenaires en local. Oui, donc plutôt une grosse fierté là-dessus. Et puis par rapport au secteur, et je dirais que le travail, ça représente quand même pas mal de temps dans une vie, donc on a tout intérêt à choisir un secteur qui nous plaît. Le secteur de l'entertainment, c'est quand même un secteur sympa, où effectivement, encore une fois, la variété des contacts, des entreprises avec lesquelles on est amené à travailler, que ce soit dans l'édition, l'animation, la télé, voilà, ce sont des métiers, on va dire, passion. Et pour faire le lien aussi avec le diplôme et puis l'établissement, je dirais que si on a une vocation à aller travailler dans l'entertainment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de diplômes qui sont très identifiés, très précis sur ces secteurs-là. Donc c'est vraiment un atout de passer par ce master-là, quoi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à Julien, merci à Jeanne, merci à David d'avoir illustré ce métier du licensing. Bon vent à tous et puis on reste en contact pour la suite. Merci à vous. Bonne soirée.